La série Mad Men a permis au grand public de pénétrer dans les coulisses enfumées de l'univers de la publicité. Advertising is based on one thing: happiness. Inspirée d'une époque et de lieux authentiques, elle rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné ces lettres de noblesse à l'art de la promotion commerciale et transformé la culture américaine. Where's the beef? Dans les années 1980, les États-Unis deviennent accros à la consommation et la publicité alimente cette boulimie. Il y avait le Vegomatic, le Chopomatic et le Mesomatic. Les agences de Madison Avenue entretiennent la course aux signes extérieurs de richesse avec une campagne tapageuse pour les tout nouveaux jeans de créateurs. Je n'ai pas fait cette pub en me disant « Oh, je ne porte pas de sous-vêtements ». Et avec l'avènement du câble, les règles du jeu publicitaire sont totalement bouleversées, brouillant la frontière entre la promotion commerciale et le divertissement à une échelle sans précédent. La série Mad Men raconte les hauts et les bas d'une agence de publicité. Ce qu'on voulait montrer, c'est l'histoire de l'entreprise. L'histoire de Sterling Cooper, l'agence numéro 3 de New York, fondée dans les années 20 par une famille bourgeoise qui a eu du mal à se remettre de la Grande Dépression et qui a été rachetée par un Britannique puis par quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a la scission et l'installation dans une chambre d'hôtel. Et à la fin, l'agence est revendue puis avalée par McCann. Mad Men se termine en 1970. En une décennie, tout a changé. À la fin des années 1980, seules 4 des 15 principales agences de publicité ont conservé leur structure d'origine. La publicité n'est qu'une industrie de plus au sein de l'Amérique des entreprises. Dans le secteur des affaires, un nouveau mot d'ordre fait son chemin. La cupidité est une bonne chose. Wall Street, le film d'Oliver Stone sur le monde de la finance, sort en 1987 et offre une parfaite synthèse de la décennie. Il propose une réflexion sur ce que les années 1980 ont représenté. Le désir d'argent et le désir de produits de luxe. Dans les années 1970, une révolution réglementaire a réinventé la vérité en publicité. Les années 1980 tournent le dos aux messages simples et directs au profit d'un regain de folie et de l'idée que les consommateurs le méritent. Beaucoup de gens dans les années 1980 étaient de gros consommateurs. Ils achetaient beaucoup, mais pas forcément parce qu'ils avaient de l'argent. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils voulaient montrer qu'ils avaient réussi. Ils voulaient être perçus comme riches. Adieu les hippies. Bienvenue aux jeunes cadres dynamiques et ambitieux. Cette génération yuppie commence à consommer et à acheter tous ces produits de luxe, à remplir sa maison d'objets qui feront forte impression sur les voisins. Mais sous le vernis social, le consommateur des années 1980 vit dans la peur de ne pas réussir à tenir le rythme. L'agence Ali & Gargano capte cette crainte de se faire distancer et la hantise du licenciement dans une campagne pour Federal Express. Elle s'appelle L'homme qui parle vite, pour des raisons évidentes. C'est cette idée de vitesse. Si tu ne le fais pas dans la nuit, ton patron va te renvoyer. Et l'employé moyen devait se dire « Oui, je vais appeler FedEx ». L'homme qui parle vite n'a rien d'une caricature. Détenteur d'un record dans le livre Guinness, John Moshita peut dire 586 mots par minute. C'est 2 fois plus qu'un commissaire-priseur. Vous apprenez au journal télévisé que telle ou telle entreprise est en plein dégraissage. Et puis vous voyez l'homme qui parle vite et vous vous dites « Oh mon Dieu, vous avez vu 10 employés se faire licencier au bureau. C'est votre vie. » Vous vous retrouvez dans cet homme qui doit répondre au téléphone, envoyer des fax et tout le reste. Et s'en moquer est une sorte de soulagement.
Federal Express. And it absolutely positively has to be there overnight. Si la peur et la soif d'argent alimentent l'économie, les Américains n'oublient pas pour autant le passé, et notamment les déceptions politiques des années 1970. Jimmy Carter arrive. Il suscite l'espoir. Et puis à l'arrivée, on connaît des récessions économiques successives, une crise pétrolière, une crise énergétique. Les institutions semblent incapables de résoudre les problèmes de la population. L'idée selon laquelle il suffit d'enfiler un pull pour régler la crise énergétique n'est pas en accord avec l'esprit américain. Remontez le chauffage et on trouvera bien une solution. Voilà ce que les gens ont envie d'entendre. Au début des années 1980, un ancien acteur et homme de publicité arrive sur la scène présidentielle et offre au pays l'optimisme à toute épreuve dont il a tant besoin. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Quand il se présente pour un deuxième mandat en 1984, la situation se complique et la publicité va jouer un grand rôle. Where's the beef? Une petite dame appelée Clara Pelham aide l'ancien vice-président Walter Mondale à obtenir l'investiture du Parti démocrate. La publicité oppose deux hamburgers de fast-food concurrents, l'un étant beaucoup plus petit que l'autre. Where's the beef? Et « Où est le bœuf ?» devient synonyme d'un manque de consistance. Hey, where's the beef? Walter Mondale reprend à son compte ce slogan dans un débat contre Gary Hart. When I hear your new ideas, I'm reminded of that ad. Where's the beef? Sa plaisanterie fait mouche. Où est le bœuf est basé sur l'absurdité de la publicité. Aux États-Unis, je n'exagère pas quand je dis que 70% de l'humour provient du détournement de publicité ou de postures publicitaires. Le slogan rentre définitivement dans le langage courant. Governor, where's the beef? We're all hungry for results. Walter Mondale s'assure l'investiture démocrate et se présente contre le président Reagan. Reagan s'est présenté une deuxième fois en 1984 sur le seul principe qu'il avait fait des choses formidables et redonné le moral à la population américaine. Mais le premier débat de Reagan contre l'ancien vice-président Mondale a été catastrophique. Reagan s'est montré bégayant et hésitant. Par moments, il a donné l'impression de ne plus savoir où il en était. With regard to the progressivity, as I've said, le grand communicant s'en mêle les pinceaux. Ses partisans en ont conclu que quelque chose devait changer, et vite. L'équipe de Reagan est allée sur Madison Avenue et ils ont eu l'idée d'un spot publicitaire pour promouvoir le projet de Reagan. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. Le film dépeint une Amérique plus fière, plus forte, plus unie. Nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. Le spot est réalisé par une équipe triée sur le volet, venue de 3 agences de publicité différentes. 100 young men and women will be married. They can look forward with confidence to the future. L'idée, c'est nous allons résoudre nos problèmes. C'est une nouvelle journée, un nouveau matin en Amérique. Les électeurs ont confiance en eux-mêmes et dans leurs candidats. Ils sont pleins d'espoir. Laissons le passé derrière nous. L'avenir s'annonce radieux. Nous allons refaire de l'Amérique un pays fort. Les gens y ont été sensibles. C'était un spot émouvant, lu par quelqu'un qui avait une voix apaisante et rassurante. Le rédacteur publicitaire, Hal Rainey, prête sa voix chaude et son art de la promotion non agressive au film. Le spot de campagne change la donne et Reagan est réélu avec un score historique. Les Américains veulent des hommes politiques qui les font se sentir bien et des produits qui les rendent beaux.
C'est dans ce contexte qu'un nouveau concept fait son apparition sur le marché, le jean de créateur. Did you hear about McDonald's new McDLT? It could be the best tasting lettuce and tomato hamburger ever. Dans les années 1980, des hamburgers au parfum en passant par les sodas, les publicitaires vendent des versions nouvelles et améliorées de vieux classiques. Je crois qu'un exemple très intéressant dans les années 1980 est le marché du jean de créateur. Car le jean, à l'origine, était un pantalon pour les agriculteurs, les ouvriers et les mineurs. Dans les années 1970, presque tout le monde avait un jean. La question était de savoir comment continuer à vendre ce produit et étendre le marché. Dans mon enfance, on avait un seul jean. Une fois l'été arrivé, il était trop petit, on en faisait un short et le tour était joué. Le styliste Calvin Klein lance le look de la décennie en mettant le jean passe-partout au cœur d'une véritable révolution du denim. Calvin a vraiment été, je crois, le tout premier à dire « Il ne s'agit pas simplement de denim. Il s'agit de mode. Il ne s'agit pas du jean qu'on pique à son petit ami. » Le jean de créateur, reconnaissable d'un rapide coup d'œil à la poche arrière, devient un signe extérieur de richesse. Il est ajusté, il n'est pas coupé comme un jean pour homme. C'est quelque chose que toutes les femmes veulent, qui est très sexy et qu'on se doit d'avoir dans sa garde-robe. Whenever I get some money, I buy Calvin's. And if there's any left, I pay the rent. L'actrice et icône de la mode, Brooke Shields, se souvient des contorsions auxquelles elle devait se livrer pour enfiler l'un de ses jeans moulants avant l'invention du lycra. Il fallait s'allonger, de préférence par terre, car un canapé était trop mou pour le faire passer au-dessus des hanches. Il fallait expirer un grand coup et remonter très vite la braguette. On ne pouvait pas fermer le bouton avant. Il fallait le fermer juste après avoir remonté la braguette et le plus vite possible. À 15 ans seulement, Brooke Shields devient le visage et les jambes de Calvin Klein. Tout le monde connaissait Brooke Shields. Toutes les filles voulaient lui ressembler. C-A-L, verb, to undergo a miraculous transformation. La campagne est à la fois sexy et spirituelle. Elle assure au jean Calvin Klein une place de choix dans la culture américaine, en les associant à la littérature et à la science. Calvin, beautiful conqueror. So that's what happened to me. I've been Calvinized. Calvin Klein jeans. Ils ont réussi à jouer sur tous ces doubles sens. Et c'était une façon très astucieuse d'utiliser la publicité, de donner à l'industrie du denim un certain sérieux. Which brings us to Calvin's and the survival of the fittest. La réalisation des spots a pris beaucoup de temps. On a vraiment travaillé dur. Mais la diffusion du premier spot déclenche une controverse dans laquelle le sexe éclipse tout le reste. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Tout était choquant et cru. Elle était très séduisante pour son jeune âge. Je ne m'y attendais pas du tout. En plus, j'étais partie à l'étranger. Et tout le monde poussait des hauts cris. My mother warned me about boys like you. Mama said he's only interested in my Calvins. Mais vendre du sexe est une vieille recette qui a fait ses preuves. Il n'y a rien entre moi et mon Calvin était assez salace pour l'époque. Et puis, vous repensez à « une peau que vous adorez toucher », un vieux slogan pour un savon qui avait aussi fait débat. Mais c'est ce qui fait qu'on s'en souvient. C'est le but même de la publicité. Trouver une image, une phrase qui marqueront les esprits. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Brooke Shields, elle, estime que la publicité a été sortie de son contexte. Je n'ai pas fait cette pub en me disant « Oh, je ne porte pas de sous-vêtements ». C'était très loin de moi et très loin de ma mère aussi. Ma mère était originaire de Newark. Elle disait « Rien ne s'immisce entre moi et ma fille ». Mais on ne peut jamais prédire l'accueil réservé à une publicité. Ils n'avaient pas froid aux yeux. Ils ont fait quelque chose de très radical et créé une pub qui risquait d'être interdite. Les chaînes CBS et ABC cessent de diffuser les publicités au motif que Brooke Shields est mineure. Mais la campagne génère 2 millions de dollars de ventes par mois et Calvin Klein ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
En 1982, il fait des sous-vêtements masculins un accessoire de mode. Et ce n'est pas tout. L'idée même de l'homme comme objet sexuel et glamour était inédite dans les années 1980. Et c'est vraiment à Calvin Klein qu'on le doit. La campagne met en scène le champion olympique de saut à la perche, Tom Intnos, sur l'île grecque de Santorin. L'homme est adossé à un rocher en Grèce. Il est tout bronzé, à l'exception de son slip blanc. L'image renvoyée par cette campagne va bien au-delà des sous-vêtements que Tom porte. Ses cheveux ne sont pas en bataille, mais parfaitement coiffés. Il devient une sorte de prototype de ce à quoi les hommes des années 1980 ressemblent. Ils commencent à porter des vestes sport, à remonter leur col, à mettre des t-shirts sur leurs chemises, afin d'imiter la tendance lancée par 2 flics à Miami. Représenter les hommes comme des objets sexuels renverse les rôles dans l'industrie publicitaire, tout en créant un nouveau marché et de nouveaux produits. Mais vendre avec du sexe produit aussi un culte de la perfection qui semble impossible à atteindre. Les publicités à connotation sexuelle peuvent poser problème. Elles peuvent créer une génération de jeunes gens qui sont sexualisés trop tôt, à des âges où ils n'ont pas la maturité psychologique nécessaire. Ce qui est jugé provoquant à une époque peut sembler ridiculement inoffensif à une autre. So well built, we can't show you the second floor. I think that's a little suggestive. Good. That's what I was going for. A wink, but it's not a leer. Les années 1980 dépassent largement les limites et les publicitaires s'en donnent à cœur joie. Les publicités controversées de Calvin Klein avec Brooke Shields ont presque trop bien marché. L'une des expériences les plus douloureuses de ma carrière a sans doute été le non-renouvellement de mon contrat. On m'a dit que l'identification entre le jean et moi était trop forte. Les gens arrivaient et disaient « Je peux avoir le jean Brooke Shields » au lieu de « Je peux avoir le jean Calvin Klein de la pub ». Les adolescents de la génération de Brooke attirent enfin l'attention des publicitaires dans les années 1980 en demandant une chose en particulier. Même si c'est difficile à croire aujourd'hui, à une époque, la publicité à la télévision était une idée nouvelle. I think that we should have a television department. All the other agencies have them. And I think I should run it. You are now the head of the television department, which is comprised solely of you. Anything else? 20 ans plus tard, l'achat et la vente d'espaces publicitaires dans les médias sont une préoccupation majeure des agences. This is the media department. They're where 90% of where the client's check goes. They buy space, newspapers, billboards, television, and my favorite aging whore, radio. J'ai eu 2 consultants pendant pratiquement toute la durée de la série. L'un d'eux était au service média. C'est la raison pour laquelle on lui a donné autant d'importance. Et c'était mérité. They don't sell ideas or campaigns or jingles. They sell media at a 15% markup. Creative is just window dressing. It's thrown in for free. Your skin can be softer. Your face. Dans les années 1950 et 1960, la télévision a fait entrer la publicité dans le salon des foyers américains et tout le monde regardait la même chose. Yes, a lovelier complexion can be yours in just 14 days. If you use Palmolive Soap Facial. Les gens ne s'en souviennent pas aujourd'hui, mais à une époque, il n'y avait que 3 chaînes, ABC, NBC et CBS. En gros, votre public n'avait pas le choix. Les gens allaient voir votre message, qu'il soit réussi ou raté. Mais dans les années 1980, la télévision américaine se fait un nouveau meilleur ami. C'est un boîtier de raccordement au câble du début des années 1980. Il donnait accès à 36 chaînes. Vous tourniez la molette pour changer de chaîne. Le boîtier en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Il permet malgré tout de regarder de nouvelles choses. Au départ, le câble est conçu pour offrir une solution à ceux qui ne reçoivent pas la télévision.
Tout le monde ne recevait pas correctement la télévision. Si votre ville se trouvait dans une vallée ou était trop éloignée de l'antenne émettrice de la télévision en VHF, vous ne pouviez pas recevoir ces signaux. Donc, plusieurs entrepreneurs et inventeurs ont mis au point ce qu'ils appelaient un système d'antenne de télévision collectif, le CATV, qui est devenu le câble. En dehors de ses débuts purement utilitaires, la promesse du choix génère un boom du câble. À l'époque, HBO et CNN sont arrivés. TBS était une chaîne câblée diffusée dans tout le pays. Le câble commençait à se développer. À la fin des années 1980, il y avait plus de 42 millions d'abonnés au câble aux États-Unis. Cette technologie a explosé. Tout à coup, les publicitaires pouvaient s'adresser à un public auquel ils n'avaient pas accès avec la télévision classique. Les publicitaires peuvent désormais cibler leur message. Plus la tranche démographique est étroite, plus le message publicitaire est précis. Du jour au lendemain, on vendait des produits à un segment du public auquel on n'avait jamais parlé avant. L'un de ces segments, identifié par les publicitaires depuis les années 1950, mais qui n'a jamais été pleinement exploité, est le public adolescent. Les jeunes ne regardent pas les programmes destinés à leurs parents. Personne n'avait jamais compris que s'ils ne regardaient pas la télévision, ce n'était pas parce qu'ils n'en avaient pas envie ou parce qu'ils étaient occupés à aller à des concerts, à des fêtes ou autres. Ils ne regardaient pas la télévision parce qu'il n'y avait rien pour eux. Sur le câble, il y a de la place pour tout le monde. Fred Seibert est engagé pour promouvoir un univers créé spécialement pour les ados. On savait intuitivement ce qui n'était pas pour nous et ce qui était pour nous. Alors pourquoi pas créer un environnement dans lequel tout est pour nous? Cet environnement, c'est MTV. La chaîne de vidéoclips commence à émettre en 1981. Ma mission avec mon équipe de créatifs était de faire de MTV une star. Ils ont créé le fameux logo M de MTV, qui était simple, chic et très coloré. Il était inséré dans les vidéos et destiné au public de la génération X, qui pourrait avoir envie de regarder des vidéoclips 24 heures sur 24. Cela a changé la manière de travailler de l'industrie musicale. C'était très audacieux en matière de publicité. Et pour le câble, c'était une nouvelle façon de promouvoir un réseau de chaînes. Le public visé avait entre 9 et 21 ans et il s'agissait de lui vendre une chaîne de télévision. Les jeunes ont tout de suite adhéré. C'était ce qu'il fallait avoir pour s'intégrer à l'école. L'agence de Fred Seibert, Fred Allen, ainsi que les publicitaires George Lois et Dale Ponce s'inspirent d'une publicité pour les céréales des années 1950 pour leur slogan. Monkey, what do you want? I want my maple. I want my maple. I want my maple. George a conçu ce spot, « Je veux ma MTV » avec Mick Jagger qui pleure. On s'est tous regardés et je lui ai dit « Je ne présenterai pas ça à qui que ce soit. Une rockstar n'acceptera jamais de jouer pour nous. » Et Dale a répondu « Fais-moi confiance, tout va bien se passer, on va y arriver. » On savait que notre étalon or, ce serait les Rolling Stones. Ils étaient notre sésame. On savait qu'une fois qu'on aurait Mick, tout le monde suivrait. Un voyage à Paris et quelques négociations plus tard, Mick Jagger donne son accord. I want my MTV. Et c'est là que tout a commencé. Turn it on, leave it on. I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV. Plus de 25 stars du rock acceptent de se prêter au jeu. I want my MTV. Et la demande explose. Les enfants disaient « Je veux ma MTV » et les parents l'achetaient en masse. Vous appeliez votre nouveau distributeur et vous lui disiez « Je veux ma MTV » pour ajouter la chaîne à votre offre. La chaîne tout entière est une publicité pour l'industrie musicale. Et pour tous les produits à destination des adolescents.
L'image de la chaîne définit la publicité. Au lieu d'une ou deux prises accompagnées d'une petite histoire, on avait plein d'images, avec un gros travail éditorial et de la musique diffusée, en plus des vidéoclips. Mais les adolescents sont loin d'être le seul créneau visé par le câble. Le recensement de 1980 est déterminant pour la publicité. Il prédit qu'en 2050, les Blancs seront une minorité aux États-Unis et que les Mexicano-Américains constitueront le groupe démographique le plus important. Cela attire l'attention des gens et les publicitaires commencent à s'intéresser au marché latino. En 1980, le réseau international de chaînes hispanophones, qui deviendra plus tard Univision, est diffusé dans tout le pays. Dans les années 1960, une personnalité inattendue contribue à écrire l'histoire de la publicité hispanique aux États-Unis, Fidel Castro. La révolution cubaine amène beaucoup de Cubains de la classe moyenne à Miami, puis à New York. Certains avaient travaillé dans l'industrie publicitaire cubaine, qui était aussi sophistiquée que l'industrie publicitaire américaine. Quelques-uns ont fondé leurs propres agences aux États-Unis. Certains ont ouvert leurs portes sans aucun client dans l'espoir que quelqu'un achète leur idée, leur concept, qui consistait à cibler cette population de plus en plus nombreuse. L'une des premières agences de ce type, fondée en 1962, s'appelle Sams. L'un de ses meilleurs créatifs est une femme, Sarah Sunshine. Elle est le Don Draper de son époque. C'est dans un restaurant cubain de New York. J'adore cette photo, car elle préside la table. Et il y a tout le gratin de l'industrie publicitaire de 1963. Elle était rédactrice publicitaire, productrice, elle faisait tout. Mais traduire simplement la publicité américaine en publicité hispanique n'est pas une bonne façon de s'adresser au public latino. Et parfois, cela produit des erreurs cocasses. De leur côté, les publicitaires hispaniques s'attachent à créer des images positives. Beaucoup d'agences hispaniques réagissaient à une série de préjugés. Je crois que le meilleur exemple est le fameux Frito Bandito, qui a fait l'objet d'un énorme boycott et qui est devenu le symbole de la représentation stéréotypée des Latinos. Pendant des décennies, la publicité a tourné en ridicule les hispano-américains sans les considérer comme des clients potentiels. L'une des plus grandes contributions de la publicité hispanique a été de créer un segment de marché et de dire « ces gens-là ne sont pas des délinquants, mais de futurs clients ». Plusieurs agences hispaniques se créent dans les années 1980 et s'adressent à un marché latino en plein essor à travers tous les États-Unis. L'un des principaux messages qu'ils transmettent à l'Amérique des entreprises est « Vous ne pouvez pas traduire votre publicité en espagnol ou mettre des latinos dans vos spots. Ça ne marche pas. » Ils se basent sur notre expérience, ils créent ce moment magique où on se dit « Waouh, ça me parle, je me reconnais là-dedans ». Selena, la reine de la musique Tex-Mex, crée ce moment magique pour Coca-Cola dans une campagne conçue par l'agence de San Antonio, Sosa Bromley Aguilar. Les grandes marques associées depuis longtemps à une personnalité posent une difficulté supplémentaire. Et dans ce cas, il faut supprimer la barrière de la langue. Si vous regardiez la télé américaine au début des années 1980, vous connaissiez forcément Madge. Sarah Sunshine décroche le budget de cette campagne. La légende raconte que Sarah Sunshine a appris à Madge, l'esthéticienne, à parler espagnol. La publicité ne se contente pas de parler espagnol, elle reconnaît la valeur du marché latino. Dans les années 1980, la technologie touche de nouvelles populations et pose dans le même temps les bases d'un tout nouveau monde. La télévision par câble n'est qu'un aspect de la révolution technologique de cette décennie. Dad,
spell Baton Rouge? No, that's not right. The computer should know how to spell it. La révolution de l'information, commencée dans les années 1960, porte enfin ses fruits dans les années 1980. On a une révolution de l'information qui porte l'économie. Une publicité révolutionnaire s'engouffre dans la brèche et fait de cet objet quelque chose que tout le monde doit avoir. En 1983, Lee Clow, directeur de création de l'agence de Los Angeles Chiat Day, devient un acteur accidentel de la révolution informatique. On a rencontré un certain Steve Jobs qui pensait qu'il pouvait changer le monde et faire découvrir aux gens les ordinateurs. Il estimait que tout le monde avait besoin d'un ordinateur. Steve Jobs va effectivement changer le monde. La manière dont il travaille, pense et communique. L'agence Chiat Day est chargée d'opérer ce bouleversement. Et pour y parvenir, elle vise le public le plus large possible. On s'est dit pourquoi ne pas faire quelque chose pendant le Super Bowl. La diffusion du Super Bowl est un enjeu énorme pour les publicitaires. Et c'était déjà le cas dans les années 1960. This is a Super Bowl. It's a lot of money, a lot of exposure for the agency. There's probably awards down the road. Believe me, I know. Pour le public et pour le client, l'idée et sa réalisation doivent être révolutionnaires. On a fait une pub dont le slogan était « Pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984 ». Le roman de George Orwell décrit une dystopie inquiétante à laquelle la campagne publicitaire offre une solution. L'ordinateur personnel. L'idée, c'est que la prophétie d'Orwell, selon laquelle une minorité contrôlera une majorité, ne se réalisera pas, car tout le monde aura un ordinateur. Plus on en parlait, plus ça devenait énorme. L'agence voit grand et gomme les frontières entre la publicité et le cinéma en engageant un réalisateur qui s'est fait un nom à Hollywood avec Alien et Blade Runner. Ridley Scott est choisi pour réaliser la publicité afin de lui donner la dimension et la qualité qu'elle mérite. Le film recrée le Big Brother de George Orwell. Au départ, on a pensé à une fille qui court et qui donne un coup de poing à l'homme, qui le frappe au visage avec une batte de baseball. Finalement, elle lance un énorme marteau contre un écran géant. Elle est le seul élément en couleur. Tout le reste est en noir et blanc. Elle arrive avec cette espèce de marteau et elle le jette de toutes ses forces contre l'écran. Il brise le rythme hypnotique de la voix qui avait endormi les ouvriers. Du coup, ils commencent à penser par eux-mêmes. En d'autres termes, c'est l'aube d'une nouvelle ère. January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. En plus de transformer la manière dont le monde vit et travaille, Apple redéfinit la façon de regarder le football. Ce film ouvre la voie de la publicité considérée comme un spectacle. Macintosh. The word means both a kind of raincoat and a kind of apple. Tout à coup, les publicités du Super Bowl font parler d'elles. Après le match, tous les médias en ont parlé et la publicité était sans arrêt rediffusée. Apple n'a payé que pour une seule diffusion. Elle n'était pas censée n'être diffusée qu'une fois, même si ça fait désormais partie de la légende. Oh, elle n'est passée qu'une fois, ces types étaient des génies, quelle audace! Elle n'a été diffusée qu'une fois parce que le conseil d'administration avait jugé le film irresponsable. Irresponsable, car la publicité ne montre à aucun moment l'ordinateur. Au lieu de ça, la publicité montrait ce que ce produit pouvait vous apporter, ce qu'il pouvait vous faire ressentir, la manière dont il pouvait vous intégrer à ce mouvement. C'est tout. Et on connaît la suite. Apple a fait un carton. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Steve pensait que tout le monde aurait un ordinateur un jour. Aujourd'hui, je peux vous montrer la pub de 1984 sur un ordinateur qui tient dans ma poche. Parce que Steve Jobs pensait que tout le monde devait avoir un ordinateur. Alors que les publicités du Super Bowl deviennent tout aussi incontournables que le match lui-même, les produits traditionnels se mettent à faire toutes sortes de nouvelles choses.
Eugène Azam signe une campagne pour les produits ménagers Scrubbing Bubbles. Je me souviens d'avoir dit à ma mère que j'allais laisser la crasse dans la baignoire pour pouvoir faire une expérience. J'ai pulvérisé de la mousse Lysol et de la mousse d'eau. La mousse Lysol est restée collée, alors que la mousse d'eau a fait des bulles et elle a glissé. Et en glissant, elle a enlevé la crasse. Donc la première publicité qu'on a faite pour ce produit montrait du doigt le concurrent. Regardez, il reste là à ne rien faire. Quelle honte! Mais pas vous. Et les bulles partent au fond de la cuvette. C'est accrocheur, les gens s'en souviennent. Les sympathiques bulles qui travaillent dur frappent juste. Les gens aimaient l'idée que quelqu'un d'autre fasse le boulot pour eux. Les mascottes ont toujours fait partie du monde de la publicité. Elles rendaient le produit beaucoup plus sympathique. On est davantage touché par un bonhomme en pâte à modeler ou des enfants en dessin animé. Les mascottes n'ont rien de nouveau, mais dans les années 1980, elles sortent des publicités pour faire leur entrée dans le show business. En 1986, un groupe de rhythm and blues en pâte à modeler fait la promotion du raisin de Californie. Dans les années 1980, les mascottes commencent à mener leur propre vie en dehors des publicités. Elles deviennent des ambassadeurs du produit. Créés dans les studios de l'artiste Will Vinton, les California Raisins ne se contentent pas de vendre du raisin. Ils sortent 4 disques, un jeu vidéo, un dessin animé de Noël. Ils ont fini par avoir leur propre dessin animé du dimanche matin et leur propre émission de variété. Les produits dérivés de cette campagne génèrent la somme rondelette de 200 millions de dollars. Les mascottes peuvent faire partie de la culture et parfois, elles peuvent même la changer. Voici Vince et Larry. Ils ont débuté en 1985 dans un message de service public visant à promouvoir la ceinture de sécurité. I hate how they wrinkle my suit. You ought to see my cleaning grill. Oh, they rub against my neck, they're uncomfortable. How about this for an alternative? Safety belts are way too confining. I'm in complete agreement, more or less. You could learn a lot from a dummy. Buckle your safety belt. Pensez à l'effet que peuvent avoir ces deux mannequins. Ils représentent notre corps et ce qui peut lui arriver si on ne met pas notre ceinture de sécurité. What's the first thing that goes through your mind and head on if you're not wearing a safety belt? The steering wheel. You could learn a lot from a dummy. Parler de la ceinture de sécurité et des accidents qui peuvent survenir si on ne la met pas est un sujet grave. Mais cette campagne a opté pour une approche humoristique et c'était une excellente idée. Je pense qu'elle a été très efficace, car aujourd'hui, 80% de la population met sa ceinture. Look at them, they're buckled up. Hey, them too. So maybe eating all these dashboard hors d'oeuvres is worth it. For sure. Mais parfois, les messages de service public peuvent rater leur cible, voire aggraver la situation. Les messages de service public peuvent être contre-productifs quand ils n'envoient pas les bonnes informations au public visé. There's a drug and alcohol abuse epidemic in this country, and no one is safe from it. En 1986, la première dame, Nancy Reagan, lance une campagne contre la drogue. Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no. Good night for you. No. Cocaine? No thanks. Yo, my man, you want some nudes? No way. If someone offers you drugs, instead of saying something you really don't mean, just say no. No. You'd be surprised how well it works. No. L'usage de stupéfiants est en hausse aux États-Unis. Des enfants de plus en plus jeunes en consomment et le pays connaît un pic de violence lié aux drogues. Mais la campagne se révèle peu efficace. Certains estiment même qu'elle a eu l'effet inverse. Les ados n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Just say no. Cette campagne était un échec.
La stratégie n'était pas adaptée au public auquel elle s'adressait. La campagne connaît une large exposition médiatique, mais son message est sans effet. No thanks. Le câble a du temps d'antenne à revendre. Et pour le remplir, il donne naissance à une bête vorace, le téléachat. I've fallen and I can't get up. Hey there, it's me, Richard Simmons. Dans les années 1980, les chaînes du câble développent des solutions pour remplir leur grille de programme. Reprenant les codes des talk-shows ou des éditions spéciales des journaux télévisés, le téléachat est à mi-chemin entre l'émission et le spot publicitaire. Le tout premier téléachat a débarqué sur les ondes 30 ans plus tôt pour promouvoir le mixeur Vitamix. I'm going to give you a demonstration of one of the most wonderful machines that was ever invented, the Vitamix machine. Le téléachat s'inspire de la démonstration de produits traditionnels. I turn on the machine to low and then to high. And there's your breadcrumbs, already made by electricity. L'ancêtre direct du téléachat apparaît au milieu des années 1950 aux États-Unis. Il n'est pas filmé et il s'exerce dans les salons des foyers américains, la réunion Tupperware. La démonstration des possibilités de ces boîtes en plastique suscite un véritable culte pour le produit. Tupperware a été un phénomène énorme dans les années 1950 et un véritable symbole des familles de classe moyenne. Au départ, les démonstrateurs de Tupperware doivent dissiper les réticences des clients qui considèrent le plastique comme un matériau bon marché. Les gens n'étaient pas sûrs de vouloir du plastique chez eux. Mais une vendeuse hors pair, appelée Bronnie Wise, parvient à convaincre les Américains que Tupperware est le nec plus ultra pour la conservation des aliments. Comme à la télévision, la démonstration de produits et la magie de la répétition se révèlent très efficaces. Et en associant achat et loisirs, Tupperware se fait beaucoup d'adeptes. Les réunions Tupperware à domicile donnaient lieu à de grandes fêtes annuelles, souvent très exubérantes, avec distribution de Cadillac et remise de prix. Et un réseau de démonstratrices qui ne se lasse pas de montrer le pouvoir de la fermeture hermétique. La superstar du téléachat, Ron Popeil, est un maître de la démonstration en direct. Il faut s'entraîner comme pour tout. Quand vous conduisez une voiture pour la première fois, vous faites très attention. Et au bout de quelques semaines, vous êtes à l'aise. Pour les démonstrations, c'est la même chose. Dans des grands magasins ou des foires, Ron Popeil travaille 10 heures par jour, à raison de 6 démonstrations par heure. C'était dur de rester debout et de parler tout le temps. À la fin de la journée, je ne voulais plus parler à personne. Mais la télévision change la donne. Il leur suffisait de vous hypnotiser un instant pour que vous composiez un numéro payant et la vente était faite. Et ça a été un moment très important dans l'histoire de la publicité. Autrefois, la publicité reposait sur un acte différé. Le téléachat offre une satisfaction immédiate. Ron Popeil s'en sert pour vendre un nombre apparemment infini de produits. Il y avait le Vegomatic, le Chopomatic, le Dialomatic, le Minsomatic, et il y avait le pose-bouton, le balai miracle, la brosse miracle, le diamant fantaisie, la machine à clous, la tasse pour l'auto. Et il y avait la laque GLH qui cachait la calvitie, sans oublier la rôtisserie de gala et le déshydrateur d'aliments. This beautiful shawl, this luxurious bedspread. Grâce à une loi de 1984, les chaînes câblées peuvent diffuser un nombre illimité de programmes sponsorisés. La plage d'écoute minimale de 2h à 6h du matin devient une véritable manne pour le téléachat. La télévision m'a permis d'élargir mon public et de toucher des millions de personnes. Et au lieu de gagner $1 ou $5, on gagnait des millions de dollars. Les réunions Tupperware se déroulent dans un salon. Le téléachat, lui, est dans tous les salons. Et en plus, il est divertissant. Tout le monde se moque du téléachat et personne n'ose dire qu'il regarde ces émissions. Mais les gens les regardent secrètement tout le temps.
Sur une grande chaîne du câble, ils surveillaient l'audience de leur émission et quand mon téléachat l'a remplacé, ils se sont aperçus que mon audimat était bien supérieur à celui qu'ils avaient pour l'émission. First time I met Ron, when he asked me to do GLH with him, he took me to a restaurant and proceeded to grab every waiter and busboy in the restaurant and spray their head to prove that the project worked. Look at that! The bald spot's gone! Je ne me considère pas comme une star. Je signe des autographes. J'en rigole, mais ça me fait plaisir. Le téléachat crée des personnalités. On apprend à connaître les présentateurs. Ils sont très doués pour inciter les gens à acheter. Vendre en s'appuyant sur une personnalité connue n'est pas une nouveauté. Just you try and stick your face into a can of nuts. Take it from the nuts. That's better than nuts. Mais en plein milieu de la révolution du câble des années 1980, les publicitaires cherchent à tout prix à sortir du lot. Comment va-t-on se démarquer? Comment va-t-on s'y prendre pour qu'il ne change pas de chaîne? Il faut que ce soit intéressant et qu'ils tombent tout de suite sur un visage familier. Comme ça, ils resteront peut-être. Une nouvelle tendance se dessine. Les marques et les célébrités commencent à ne faire qu'un. Dans les années 1980, les publicités avec des stars explosent, au point qu'on arrête de se demander si la célébrité utilise effectivement le produit qu'elle vend. Ce n'est plus la question. La célébrité est associée au produit, donc il faut l'acheter. Et c'est exactement ce que fait Nike. En 1985, l'agence de publicité Wieden & Kennedy conçoit une campagne pour les Air Jordan. Si Michael Jordan fait de la pub pour des chaussures, et s'il parvient à suggérer qu'en les portant, on peut ressembler un petit peu à Michael Jordan, c'est un excellent concept. Ils ont engagé Spike Lee, qui débutait à l'époque, pour qu'il réalise ses publicités. C'était des montages de sport. On voit Jordan faire ce qu'il faisait à l'époque. Et ensuite, on présente les chaussures, on établit ce parallèle et on tire cette conclusion. Je veux ces chaussures car Michael Jordan dit qu'il les veut. C'était très ingénieux et ça a changé la manière dont les célébrités et les produits sont associés. La relation des consommateurs aux produits change, elle aussi. Air Jordans from Nike. Ça a donné naissance à l'identité de marque qui fait qu'on est un fan de telle ou telle marque. Pas seulement l'acheteur d'un produit ou l'acheteur de ce que la marque fait, mais fan de la marque. Michael Jordan se révèle un atout maître pour Nike qui parvient ainsi à doubler ses parts sur le marché de la basket. Tout au long des années 1980, les publicitaires se sont sans cesse réinventés. Les années 1980 nous ont appris qu'il y avait différentes manières de faire de la publicité. Les vieilles recettes n'avaient plus cours. Il fallait proposer autre chose. Un mini-film aux allures de blockbuster. Des vidéoclips. Une marque incarnée par une célébrité. Une sensualité assumée. Et des produits que l'on peut acquérir instantanément. Si c'est un bon produit, si on va à contre-courant, c'est ce qu'il y a de formidable avec le marché. Personne ne peut le prédire. Et c'est la même chose avec la publicité. La publicité consiste à être en phase avec le consommateur. The greatest thing you have working for you is not the photo you take or the picture you paint. It's the imagination of the consumer. They have no budget. They have no time limit. And if you can get into that space, your ad can run all day. Les bonnes publicités captent l'imagination grâce à un habile dosage de promotion et de spectacle. Nobody's listening. Sure they are. Look at them. Et avec un peu de chance, elles répondent à une question. Where's the beef? Pour toute cette puissance, il était très important de savoir ce qui se passait, ce que le pape allait dire ou écrire, parce qu'elle avait peur. Il était important d'infiltrer l'information du Vatican. Encore maintenant, c'est l'une des meilleures sources d'information au monde. Je suis assez étonné qu'après toutes ces années, on ne puisse toujours pas dire avec certitude qui était derrière cet attentat. Les dossiers secrets du Vatican, demain à partir de 20h40 sur Histoire.